Bien, bonjour à tous. Voilà, c'est parti pour cette session du 3 mai 2023 du ZCL. Aujourd'hui, on va recevoir des gens intéressants, comme d'habitude d'ailleurs. On va commencer avec Madame Dalila Daniel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Elle est autrice, elle est artiste, elle est ici pour des conférences. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, on va recevoir Noël Alvarade. Elle est directrice de l'agence conseil formatrice et créditée du PSM. Lorella Rinson, la directrice générale du MAC, sera aussi avec nous. Un peu plus tard, Sabrina Moulion, garçon, coach de vie certifié, qui va animer et co-animer une série de conférences en Guadeloupe à partir du 6, sera aussi avec nous. Et puis on va terminer avec Martine Fazer pour sa chronique culturelle. Que des femmes ce matin, c'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est agréable. Et l'actualité, on va la traiter tout à l'heure, puisqu'on va parler de la réouverture du marché maraîcher de Bergevin à Pointe-à-Pitre. C'était ce week-end. Le vernissage pour les 25 ans de l'association Contacaz. Loane Duhamel était sur place à Sainte-Anne, on en parlera aussi. Alexandra Cassin-Gordo de table se prépare pour les JO de 2024, oui, c'est vrai. De ping-pong, on va en parler. Et puis, on ira faire un petit tour à Paris, puisque Pierre-Édouard Décimus était en signature de son ouvrage aussi. On va le recevoir bientôt ici. Pour autres, ça s'appelle le livre enfin sorti, enfin de longtemps. Et qu'après, il n'a pas parlé de nous, le livre là, ça, ben, il finit pas sorti. Kassav, Love en cadence, Pierre-Édouard Décimus, qu'on va recevoir probablement la semaine prochaine. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de Canal 10, de C10 FM et de RHT. C'est parti pour cette édition. Alors, Madame Dalila Daniel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes autrice, vous avez deux ouvrages, malheureusement, je ne les ai pas lus, je ne pourrais pas vous interroger là-dessus, mais au moins vous allez au moins les présenter, parce qu'il y a un livre qui a eu une grande renommée ici, cet ouvrage qui est à vos côtés. Dites-nous un petit peu sur votre carrière littéraire, puisque vous écrivez, et pas que. Bon, tout d'abord, bonjour. Merci de me recevoir et bonjour à tous ceux qui me font l'honneur de... On vous voit en Martinique, hein, je vous signale. Eh bien, bonjour à mes compatriotes. Oui. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis particulièrement concentrée sur le public de la Guadeloupe, oui, qui me connaît moins et qui peut-être a aussi... Je vais vous découvrir. Oui, et qui aura peut-être intérêt aussi à connaître les informations que je suis venue partager avec vous cette semaine. Donc, je suis une artiste, hein, je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, mais j'ai eu des accidents avec l'histoire. Oui. Vous savez que notre histoire est taboue. Depuis le lendemain des abolitions, on nous a dit oublier. Et donc, il y a des choses qui remontent comme ça en vague. Et un jour que je parlais avec une amie, elle me dit, on parlait de l'océan de solitude qu'il y a entre les hommes et les femmes dans nos pays. Oui. Parce que nous ne sommes pas ensemble, en fait. Et elle me dit, il fut un temps où nous étions ensemble, regarde Zahir et Théophile. Je n'en avais jamais entendu parler. Oui. Et elle me raconte que c'est Victor Schellcher qui en parle dans un livre qu'il publie vers 1840, où il parle de l'histoire tragique de deux Africains déportés sur une habitation à Rivière-Salée. Et il leur arrive, ils ont évidemment un destin tragique, et quand je suis surprise qu'on ait de tels héros dans notre histoire, oui, et qu'on ne les connaisse pas. Donc je me mets à chercher... qu'on s'était arrêté uniquement à Lumina. Il y a beaucoup de héros comme ça qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et je me suis mise à chercher parce que j'ai été curieuse. En fait, ma question, c'était comment on peut s'aimer à ce point quand on ne s'appartient pas soi-même, quand votre corps n'est pas à vous, votre temps, votre énergie ne sont pas à vous. Comment vous pouvez aimer quelqu'un au point de vivre une histoire encore plus forte que celle de Roméo et Juliette, parce que Roméo et Juliette sont des héros de fiction, ils n'ont jamais existé. Zahir et Théophile, je me mets à écrire leur histoire. Quand je tombe sur leurs actes de décès, l'histoire se passe en 1838, et je tombe 10 ans pratiquement avant l'abolition. Avant l'abolition, et c'est très important cette période, parce que en fait, quand je découvre leurs actes de décès, je me dis, merde, mais ils ont vraiment existé. Oui. C'était des... Oui. Et puis, on réalise, c'était des personnes. Oui. Parce que pour nous, les esclaves, c'est comme une espèce de masse informe perdue dans le passé, alors qu'on oublie que c'était des personnes avec des personnalités, avec des désirs, avec des consciences, avec... De la tristesse aussi. Hein. Bien sûr, les conditions de vie ne permettaient pas forcément d'être heureux, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, bon, par respect pour ces personnes,
je vais raconter leur histoire, mais je veux la situer dans son vrai contexte. Comment vivait-on sur une habitation esclavagiste française? En 1828. En 1838. 38. Et aussi avant. Oui. Mais on connaît pour nous, l'esclavage, c'est quoi? C'est les champs de coton aux États-Unis et le gospel. Oui. Mais sur nos champs de canne, là, comment c'était? Sur les habitations, là, comment c'était? Comment ils s'organisaient? Comment on pouvait s'aimer dans ces conditions? Et je suis partie pour écrire une histoire qui devait s'appeler Zahir et Théophile, les amants de la rivière Salée. Oui. Je vais aux archives par respect pour eux et je commence à aller chercher un petit peu le contexte pour pouvoir placer leur histoire. Et là, je fais une découverte incroyable. Je découvre que nous sommes 10 ans avant l'abolition, cette année 1838, et il y a des réunions au Conseil colonial pour savoir qu'est-ce que nous allons faire de ces 77 000 nègres si un jour on doit abolir. Et l'État, l'Église catholique et les créoles, je parle des créoles des blancs créoles, hein, c'est eux les créoles. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de blancs créoles et de noirs créoles. Il y avait des créoles et il y avait des nègres. Oui. Et puis il y avait des mulâtres. Aussi. Bon. Donc à l'époque, il n'y avait pas créole moitié, créole demi. Il y avait des créoles, des Africains déportés, des nègres et des autres. C'est tout. Donc les créoles, ils se mettent autour d'une table et ils réfléchissent à comment ils vont faire si un jour on doit abolir. Et ils élaborent un plan tellement parfait que nous sommes encore dedans aujourd'hui. Allez-y. Et alors je me dis, mais non, mais il faut que mes compatriotes sachent ça, ce qui s'est tramé contre nos ancêtres pour pouvoir bien les canaliser si un jour il devait y avoir l'abolition. Et ils n'ont eu aucun état d'âme. Donc je rentre aux archives avec la bouche en cœur, Zahir et Théophile, les amants de la rivière Salée, et je ressors avec pas de pitié pour les nègres, parce que Zahir et Théophile sont devenus tout à coup le prétexte pour ramener cette partie de notre histoire à notre conscience, pour comprendre beaucoup de choses de ce que nous vivons et de ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, j'ai écrit ce livre qui a eu heureusement le succès. Oui, le succès, il faut le dire, il a eu beaucoup de succès, beaucoup de retombées. Alors, et c'est pour ça que vous changez le sous-titre qui devient « Pas de pitié pour les nègres ». Ah ben oui, c'est parce que quand j'ai écrit Zahir et Théophile, je n'avais pas encore découvert l'abolition de l'esclavage. Oui. Et un jour, je découvre l'abolition de l'esclavage, parce que quand vous commencez à chercher, les informations après vous viennent. Et un jour, je découvre que l'abolition de l'esclavage est une mystification. Totale, oui. Une fumisterie. J'emploie le mot fumisterie parce que ça choque, mais c'est moins choquant que ce qui s'est passé en 1848. L'abolition de l'esclavage, c'est... Comment dire, mon Dieu? Qui m'a peut crier ça? L'abolition, c'est un couteau wayou pa way. Enfin, moi, quand je parle d'abolition, moi, je mets des guillemets. Oui, vous pouvez mettre des guillemets, parce que abolition n'est pas égale à libération. Non. Et justement, le thème des conférences que je vais donner donc aujourd'hui et samedi matin, c'est justement de démontrer que cette abolition est un piège qui a été conçu justement longtemps à l'avance pour faire croire aux gens qu'ils étaient libres, parce qu'à partir du moment où on vous dit vous êtes libre, vous n'allez plus vous battre pour votre liberté. Mais non seulement on va les remettre en esclavage, mais en plus on va les faire payer pour ça. C'est ce qui s'est passé en 1848 dépasse l'entendement. Et je suis surprise que nous ne connaissions pas cette part de notre histoire, parce qu'elle permet de comprendre, mais tout, on comprend tout. Vous savez que, enfin, je ne vous apprends rien, que les colons étaient même financés. Non, mais les colons ont été dédommagés, c'est-à-dire qu'il y a eu réparation pour les colons. Tout à fait. Il y a eu réparation pour les colons, et la réparation, attention, elle a été faite tout de suite par décret, parce qu'une loi, ça prendrait trop de temps. Mais c'était la condition indispensable, et ce n'est pas la seule concession qu'ils ont fait. Et puis, ce n'est pas les colons, monsieur, c'est les esclavagistes. Les colons, ils étaient là depuis 2 siècles déjà, donc ce sont les descendants de ces colons
n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur le terme colon, parce que coloniser un lieu, c'est le rendre viable. Or, quand ces gens-là sont arrivés... Dans nos pays, c'est pas le cas. Quand ces gens-là sont arrivés, les terres étaient déjà colonisées par les habitants autochtones. Donc, on peut plus parler d'envahisseurs que de colons. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, ce sont des esclavagistes. Tous les Blancs n'étaient pas esclavagistes, mais ceux dont on parle, c'était les esclavagistes qui ont été dédommagés très rapidement. Et là encore, il y en aurait à dire, vous savez. J'ai découvert des choses incroyables. Vous comprenez parfaitement la question des réparations. Non? Mais évidemment, mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la commission qui a examiné les fameux termes pour l'abolition a demandé réparation pour les esclavagés? C'est Victor Schellcher qui le dit dans un livre quelques années après. Il dit que la commission a demandé à ce que ce crime de lèse-humanité, dit-il, puisse quand même, que les victimes de ce crime puissent être un petit peu dédommagées. Mais il dit que la commission n'a pas été entendue. Alors moi je vais vous poser une question qui n'est pas d'actualité, mais enfin qui est en rapport avec ce que vous dites. Est-ce que vous comprenez enfin, je ne sais pas, c'est votre position là-dessus, les Martiniquais, peut-être moins en Guadeloupe, qui ont commencé à casser des statues, y compris en Guadeloupe et à Ussel de Schellcher. Comment vous appréciez ce qui s'est passé l'année dernière, je crois, ou l'année avant en Martinique? Eh bien, écoutez, moi j'ai été, je dois le reconnaître, assez solidaire de cette action qui témoignait de la colère de cette jeunesse qui refuse d'être traitée comme nous avons accepté de l'être, nous les gens de ma génération, et comme nos parents ont accepté de l'être, parce que nous avons été victimes d'une espèce de schellcherisation de nos esprits. On nous a appris que c'était grâce à Schellcher. Qui continue. Mais c'est Armand Nicolas qui nous sort de là. Armand Nicolas nous réveille, il y a une trentaine d'années, avec un petit... son histoire de la Martinique, c'est lui qui révèle la date du 22 mai. Et tout à coup, on a 20 ans. Quand j'ai 20 ans, je découvre que c'est pas Schellcher qui nous a libérés. Pas Schellcher qui libère nous. Voilà, donc 40 ans après, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ont dépassé mon stade et se disent, bon, mais attends, on peut pas adorer une idole de plâtre alors qu'on nous a fait comprendre que c'était lui alors que c'est pas lui, et qu'il soit là au palais de justice en train de trôner, etc. Et cette révolte de cette jeunesse était tout à fait légitime, parce que de laisser ainsi des symboles de cette emprise sur les esprits, de ces mensonges historiques qui nous ont été donnés, de les laisser debout dans la ville et même de les honorer, parce qu'il y avait des manifestations en leur hommage, c'était un petit peu un peu insultant pour eux. Alors, vous avez qu'un deuxième ouvrage, Pas de liberté pour les nègres. Oui. Alors lorsque j'ai appris, parce que quand j'ai fait Zahir et Théophile, qui a eu vraiment que les gens beaucoup aimé, on m'a dit, mais oui, mais il faut la suite. J'ai dit non. Moi, je ne veux pas être cantonnée dans un camp. J'ai écrit des pièces de théâtre qui se déroulent en 2030. Je suis une chansonnière. Moi, je suis une artiste, moi. Je ne suis pas là, je suis pas venue faire le procès de l'esclavage. Mais quand j'ai découvert ce que fut l'abolition de l'esclavage, j'ai décidé qu'il fallait que mes compatriotes connaissent ça. Et j'ai utilisé les personnages de Zahir et Théophile, qui sont des personnages très attachants. L'histoire se déroule en 1838 et on se retrouve 10 ans après. Et là, le piège se referme sur les compagnons de Zahir et Théophile, sur l'habitation. Et l'histoire continue jusqu'à nos jours. Donc, j'ai utilisé la sympathie que le public a eue pour les personnages de Zahir et Théophile pour raconter cette partie de notre histoire, qui est une partie, moi je dirais qu'elle est encore plus sombre que l'esclavage. Alors, je ne vais pas vous poser la question est-ce qu'il y aura une suite, mais j'imagine qu'il y a déjà d'autres choses dans les tuyaux. Pour l'instant, je vais m'arrêter là au terme de romans historiques, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais vous savez, en tant qu'artiste, je sais que je ne suis pas toujours maîtresse de ce que je fais les choses parce qu'il faut les faire. J'avais dit que je ne faisais pas de suite, ça s'est imposé à moi, je l'ai fait, et peut-être s'imposera-t-il à moi une autre suite, mais pour l'instant, ça n'est pas dans mes projets. Je suis en train d'écrire un livre sur le costume traditionnel martiniquais des origines à nos jours.
Voilà. Bravo. Alors, deux petits mots quand même sur la conférence que vous tiendrez ce soir en Guadeloupe. Oui. Parce que bon, c'est pas la première fois que vous venez ici quand même. Je viens souvent en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est à moi. C'est oui, qu'à moi. Okay. Voilà. Et non, je me sens très bien en Guadeloupe. Je me sens comme chez moi. Je ne fais pas de différence, moi. Hein. Nous sommes tous dans le même bateau. Dans le même bateau, là. Dans le même bateau. Oui. Ce soir, j'aurai le plaisir d'accueillir le public qui viendra assister à cette conférence, invité par l'hôtel Araouak, que je remercie, pour parler. Le thème de la conférence, c'est l'abolition de 1848. Une fumisterie dans l'histoire de France. Et je vais prouver et démontrer ce qui s'est passé en 1848 et mérite réparation. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Oui. Je vais démontrer comment les choses se sont passées et comment il se fait que nous avons pu être aveuglés et être remenés en bateau et remis en esclavage. Ces gens-là ont inventé l'esclavage moderne, en fait. Oui, oui. Et c'est pas fini. On verra, mais en tout cas, je souhaite que toutes ces informations, parce que maintenant, on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert maintenant, de ressasser tout ça, de revenir sur le passé. Ça sert à comprendre. Oui. Ça sert à comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Ça sert à arrêter de nous juger et de nous dégrader nous-mêmes. J'ai entendu des jeunes dire, des jeunes martiniquais, ah oui, mais depuis 1848 que nos ancêtres ont été libérés, on aurait pu déjà être à un autre stade. Il faut qu'ils connaissent la vérité historique pour comprendre pourquoi, 175 ans après, on en est encore à attendre de l'État des aides, etc., au lieu d'avancer. Et sans compter les traumatismes psychologiques. Vous avez dû assister à cette conférence de M. Nicolas, c'est un autre psychiatre qui a fait tout à fait, années. Où il est prouvé, de manière scientifique et par les plus grands scientifiques du monde, hein, y compris le professeur Nicolas, que les traumatismes subis par des peuples sont transmis de manière épigénétique à leurs descendants. C'est-à-dire que ça passe, il y a un gène, une transformation d'un gène qui porte cette souffrance, et ce gène est transmis de génération en génération. C'est-à-dire qu'il est scientifiquement prouvé que nous portons aujourd'hui en nous les souffrances de nos ancêtres. Mais comme on nous interdit d'en parler, qu'on ne supporte pas qu'on l'évoque, que dès qu'on en parle, tout de suite, lever de bouclier, nous finir puis ça, on va aller de l'avant, etc. Bon, tout ça, c'est refoulé. Et tant que ça sera refoulé et non exprimé, ça ne peut pas être guéri. Et moi, je suis pour qu'on guérisse nos esprits. Après, les corps guériront si les esprits sont guéris. Et nous avons le droit d'être heureux. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si nous étions... on nous rend le service de nous laisser en vie et de nous faire vivre. Il faut qu'on retrouve ce qui a permis, vous savez, les souffrances passent, mais il y a d'autres choses qui passent aussi. La solidarité est passée dans nos gènes. Alors on a l'impression comme ça que nous sommes des gens égoïstes, puisque on est chacun, on a été élevé à être... Maintenant, papa, maman, mes enfants sortis de là, le reste, bon, on fait des EHPAD, on fait des crèches, des choses comme ça. Mais il suffit d'une catastrophe naturelle, d'un événement, pour que quelque chose se lève en nous et nous dise « va voir ton voisin, va voir ton voisin, va aider ». Donc ce gène-là aussi nous a été transmis. Et il nous a été transmis aussi le gène de la force et puis courage. Oui, et nous nous bout. Et nous n'ont pas mené pour nous être heureux et puis avoir beaucoup d'enfants. Hein. Oui. Ils n'ont pas emmené nos ancêtres pour être heureux dans les îles. Hein. Ils ont emmené nos ancêtres pour venir travailler jusqu'à la mort, être enroulés dans une feuille de bananier et mis au fond d'un trou. Donc, on est là aujourd'hui. Nous sommes le rêve de nos ancêtres. Mais nous avons le droit d'être heureux, donc de nous débarrasser de tous les miasmes, de tous les traumatismes, de tout ce que le sang a charrié en nous pour pouvoir nous mettre debout dans le monde en étant ce que nous sommes, des enfants de déportés et aussi d'esclavagistes, pour faire la paix avec nous-mêmes et avec le monde. Merci Dalila. Merci à vous. Rendez-vous ce soir à l'Araouak. Et si vous me le permettez aussi, je vous permets. Je serai en signature
à la librairie Cultura samedi après-midi et samedi matin en conférence avec l'association Guadafrica. Je serai très heureuse de voir mes amis guadeloupéens. Merci d'être venu. Merci à vous. Il est pratiquement 12h52. On va faire un petit tour dans l'actualité. C'était ce week-end la réouverture du marché de Bergevin devant la caméra de Charlie Dagonia. On regarde. Nous avons tenu à rénover le site, à instaurer la propreté, la salubrité, la sécurité, puisque chacun se souvient que sur ce marché-là, on ne voyait même pas où il commençait, où il s'achevait, et on se demandait bien où les gens allaient faire leurs besoins tellement tout était négligé. Donc aujourd'hui, c'est un nouvel espace complètement revu, rafraîchi, et chacun a sa place, chacun a son numéro. Et vous voyez, sur le marché des Parcs Cotilleuses, nous avons mis des chapiteaux qui remplacent ces vieilles bâches qui donnaient à notre ville une allure de ghetto, de favelas. Et donc un vrai marché attractif, avec une discipline aussi, puisque chacun doit faire sa part pour que ce marché reste propre. Oui, c'était très attendu, puisque la preuve, ils travaillaient en toute insécurité au niveau de la rue. Effectivement, ils travaillaient à la sauvette. Le marché restait 15 mois. Je rappelle que nous avons fermé le marché pour des raisons de sécurité, d'insalubrité et d'hygiène. Aujourd'hui, toutes ces mesures ont été solutionnées, puisque vous voyez, vous avez un nouveau marché, le bitume a été refait, le marquage et tout, l'hygiène et tout. On a pu réunir toutes les conditions pour permettre justement à ces acteurs de venir travailler dans de bonnes conditions. Oui, ça fait plaisir parce que ça fait bon moment et les marchés, ça ne fonctionne pas. Alors pour aujourd'hui, c'est ouvert. Alors j'espère que ça va rester tout le temps. Quand les clients viennent et ça fait mieux, c'est comme ça, le vendeur, ça ne vendit pas. Parce qu'à chaque fois, les clients viennent et après c'est fermé, les clients partent, ça revient. Alors au marché, ça doit rester définitif, ouvert. Nous nettoyons les écuries d'OGS, disons. Nous nettoyons mètre carré par mètre carré, espace par espace, les marchés, les toilettes, les rues de Pointe-à-Pitre. C'est notre obsession. Comment faire pour que cette ville devienne propre? Et quand on n'y arrive pas seul, nous en appelons à la population. Mais nous sommes acharnés. Il faudra que cette ville retrouve toute sa joie de vivre, tout son attrait habituel, que Pointe-à-Pitre revienne sur la place. Comme je dis, Pointe-à-Pitre is back. Et nous le prouvons. Voilà, il est pratiquement 13h dans 2 minutes. On revient à l'actualité tout de suite après la pause. C'est parti. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant Madame Noémie Alvarade. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zandonis. Elle est directrice de la Noé Conseil, mais elle est aussi psy. Oui, c'est ça. Et elle est venue parler de PSSM et les actions que vous menez. Dans un instant, on revient vers vous. Pour l'instant, on va faire un tour dans le côté de l'actualité. Vernissage sur les 25 ans de l'association Contacal. C'était à Sainte-Anne. Il y a un travail qui est fait entre un conteur et un peintre. Reportage Loan Duhamel, on regarde. Nous avons décidé de créer un événement à l'occasion des 25 ans de notre anniversaire. C'est-à-dire que mon association Contacal a 25 ans. Son atelier de création a aussi 25 ans. Donc à cette occasion-là, j'ai écrit 25 contes et je lui ai demandé d'interpréter les 25 contes en peinture. Donc ce soir, c'est l'inauguration de l'exposition, une exposition de 25 toiles et la sortie du livre. Donc il y a un spectacle avec et les gens acquièrent le livre. Donc c'est un outil pédagogique à notre avis, un travail qui devrait tourner sur la Guadeloupe puisqu'il s'agit de travailler sur les gens, leur permettre de partir dans leur imaginaire et d'évoluer, de progresser, de s'élever. Et le conte et la peinture, ce sont des arts, mais aussi ce sont des outils thérapeutiques de l'art-thérapie qui peuvent permettre aux gens de grandir. Donc voilà pourquoi nous avons entamé un gros travail qui devrait nous permettre de tourner sur la Guadeloupe et peut-être au-delà pour aider les gens. C'est un véritable privilège d'ouvrir une exposition d'une très, très, très grande ampleur et également remplie de sensibilité. 2 artistes, l'un conteur Edgar Pérusse et l'autre plasticien Antoine Labadon. Très franchement, pour moi, c'est un privilège. Et je crois que Sainte-Anne a aussi une chance extraordinaire
de voir la première exposition de ces deux artistes qui se sont mis ensemble pour faire valoir, pour s'exprimer à travers leur art. Et ce que nous voyons ce soir ici, c'est quelque chose de formidable. La population reçoit très bien ce travail-là, puisque ce que nous faisons là, c'est vraiment taper sur leur pensée, leur cognitif et aussi leur imaginaire, puisque le conte est porteur d'imaginaire, mais la peinture aussi est porteur d'imaginaire. Alors ce qu'il y a, c'est que les 25 contes sont créateurs d'imaginaire. Les 25 contes. Moi, quand j'ai écrit, quand les gens lisent les contes, ils partent dans leur propre imaginaire. Et quand ils vont regarder les peintures, ils vont là aussi partout dans leur propre imaginaire. D'ailleurs, c'est ce qu'Antoine Bajot a fait. Quand je lui ai donné les 25 contes, il est parti dans son imaginaire. Ce ne sont pas des illustrations, ce sont des peintures. Donc voilà toute la puissance, toute la portée de ce travail. La semaine prochaine, nous allons recevoir les deux, le conteur et le peintre. Alors, Noélie Alvarade, vous voulez bien comprendre l'action de l'Anoé Conseil. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Anoé Conseil est un cabinet de psychologie du travail qui existe depuis déjà 5 ans, que j'ai créé après mon burn-out. Donc oui, c'est une jeune entreprise, mais c'est une entreprise aussi qui arrive à maturité, puisqu'il y a quand même 15 ans d'expérience du marché de l'emploi derrière. Et c'est une entreprise qui a pour objectif de faire la promotion de la santé mentale et aussi des conditions de travail agréables, motivantes et épanouissantes. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les salariés à connaître un épanouissement personnel par le travail. Donc voilà. Et, parce qu'on dit souvent qu'il y a de plus en plus de burn-out dans l'emploi aujourd'hui en Guadeloupe chez les salariés. Est-ce que ça veut dire qu'ils en travaillent trop dans de mauvaises conditions? C'est quoi le problème au fond? Alors, le problème de fond, je dirais, c'est que aujourd'hui, il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance de l'être humain qui est assez complexe. Donc, il n'y a pas de personne forcément fondamentalement méchant ou gentil ou de personnes qui travaillent trop ou pas du tout, des paresseux. C'est pas vraiment une vision binaire. On est face à des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de connaissances de quoi? Connaissances en termes, je dirais même pour préciser mon propos, des compétences psychosociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tout venant, que ce soit le manager, le salarié, chaque homme et femme, aujourd'hui, il y a une carence informationnelle, je dirais, sur ce que c'est que l'être humain, ce que peut supporter le cerveau, qu'est-ce que c'est que le stress, à quel moment je me sens stressée, comment prévenir, qu'est-ce que c'est que les compétences psychosociales, donc l'empathie, la bienveillance, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses qui s'apprennent et aujourd'hui, avec Anoé Conseil, justement, l'idée, c'est de pouvoir transmettre ces connaissances-là à travers des formations de sensibilisation. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent. La psycho, vous intervenez directement sur demande des salariés ou des chefs d'entreprise? Alors, je m'adresse aux deux. Donc, je fais des accompagnements individuels, mais aussi collectifs. Donc, par accompagnement individuel, il y a le bilan de compétences, il y a le soutien psychologique également. Et le coaching de salariés qui souhaitent justement acquérir ces compétences psychosociales dont je vous ai parlé. Et au niveau collectif, ça va être la formation, la sensibilisation, mais aussi l'audit. L'audit, d'ailleurs, je suis partenaire du label EV-Toi, mais bon, on en parlera une prochaine fois. Et j'exerce aussi également au niveau des... alors, je vous ai dit les audits, les formations et les sensibilisations. Et oui, je crois que j'ai fait le tour. Alors, tout à fait par hasard, mais enfin, je ne savais même pas que vous seriez là aujourd'hui. J'ai rencontré une dame qui a subi un burn-out. Oui. Elle me dit 3 ans après, elle en a encore les... Ah bien oui, bien sûr. Elle a subi les conséquences toujours. Bien sûr. Comment on s'explique ça? Si vous voulez, les événements de vie, et même que ce soit à la fois professionnel ou personnel, ils ont un impact un peu comme un séisme, quoi. C'est comme si on était une soufrière. Oui. Et qu'à chaque événement de vie, les plaques sont fragilisées et à tout moment, on risque l'éruption. À partir du moment où l'éruption est faite, il y a des dégâts qui restent quand même assez ancrés sur la personne. Et pour se remobiliser, c'est vraiment un parcours de combattant. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que cette dame ne soit pas encore remise complètement.
de son burn-out. De ces tourments, j'ai presque même parlé de tourments, hein, pratiquement. Oui, alors, il y a un autre aspect dans certaines entreprises, puisque je travaille avec une personne qui était dans une entreprise difficile. D'ailleurs, vous êtes venu ici dans un débat sur le harcèlement. Bien sûr. Vous intervenez aussi dans ces cas-là? Oui, alors il faut savoir que je suis spécialisée sur les risques psychosociaux. Donc tout ce qui va être harcèlement moral, harcèlement sexuel, burn-out, stress, conflit. Donc c'est des thématiques que je maîtrise assez. Et j'interviens pour permettre à la personne de se reconstruire, que ce soit la victime, mais aussi au niveau des auteurs. Parce que comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Oui. Donc l'idée, c'est d'accompagner toutes ces personnes qui s'avèrent être en souffrance, hein, des deux côtés, pour vraiment apprendre à avoir des compétences qui soient beaucoup mieux acceptées, on va dire, dans l'entourage, mais aussi pour soi-même. Alors, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui peut-être pas en mesure d'analyser ses propres soucis, problèmes, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de ce mal-être? Bien sûr. Alors, il y a des signaux faibles. Alors, je parle de signaux faibles puisqu'à partir du moment où on n'est pas sensibilisé, on ne les voit pas arriver. Il y a des signaux au niveau corporel. Le corps ne ment pas. Généralement, on a tendance à aller chez le médecin parce qu'on a mal à la tête. On y retourne parce qu'on a mal au ventre. On y retourne parce qu'on a une douleur. Puis on va se dire que c'est une sciatique. Mais en fait, c'est tous ces mots, mis à bout, sont des signes du stress. Et c'est à ce moment-là, il ne faut pas attendre d'en arriver là, de tout s'accumuler, mais progressivement, à partir du moment où on voit quelque chose qui arrive, une certaine irritation, une irritabilité, une instabilité émotionnelle, ou alors on a tendance à s'isoler. Donc c'est des changements comme ça dans le quotidien, c'est-à-dire que, imaginons qu'on appréciait faire une activité sportive ou aller à une association et qu'on n'y va plus, on n'a plus goût à y aller. C'est des petits changements que l'on perçoit comme ça, et c'est là où on peut éviter de basculer, puisque c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on bascule vers la problématique de santé mentale. Alors, dans votre catalogue de formation qui s'affiche derrière, vous avez plusieurs séquences. Comment ça s'organise quand vous êtes dans une entreprise où on fait appel à vos services? Alors, il faut savoir que j'ai un catalogue de formation, certes, mais je fais aussi des formations sur mesure, c'est-à-dire que je vais vraiment m'attacher à prendre en considération les besoins et les attentes de l'entreprise pour justement adapter la formation. D'une manière générale, les résultats sont merveilleux, j'ai envie de dire, au regard des dégâts. Et rapide. Alors, il n'y a pas forcément de rapidité parce qu'en fait, quand on s'attaque aux risques psychosociaux, c'est un travail de fond. Oui. Donc, il est vrai que j'ai fait des interventions. Malheureusement, ça a été des interventions ponctuelles puisque les entreprises ont encore du mal à s'engager sur le long terme. Il ne suffit pas de cocher la case et de dire « ça y est, j'ai fait une action ». L'idée, c'est vraiment que ça s'installe sur le quotidien, que ça devienne une culture d'entreprise. Alors, je fais une petite parenthèse. Je viens de recevoir une femme, Madame Dalila, oui. qui est romancière, qui a écrit 2 romans. L'un qui s'appelle Pas de pitié pour les nègres, l'autre s'appelle Pas de liberté pour les nègres. Elle a beaucoup étudié l'histoire de l'esclavage pour ces 2 ouvrages. Et elle me disait il y a un instant que malgré l'abolition de l'esclavage, entre guillemets, malgré tout, au fond de nous avons quand même gardé des séquelles et des traumas de cette période. Et ce n'est pas innocent de ce qui se passe quelquefois ici, que ce soit dans la violence ou autre. Bien sûr. Vous confirmez? Je la rejoins tout à fait. D'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec l'importance de la formation dont je suis venue faire la promotion aujourd'hui, les premiers secours en santé mentale. C'est qu'aujourd'hui, on est fortement ancré dans notre culture avec le magico-religieux, ce qui fait culture qui nous vient de l'esclavage. Oui. Donc de notre histoire. Et donc l'idée, à travers la formation PSSM, c'est d'apporter une autre forme de connaissance aux personnes, puisque finalement, on fait avec ce que l'on a reçu. On essaie de faire de son mieux avec ce que l'on a. Et l'idée de vraiment démocratiser la santé mentale et permettre aux personnes d'accéder à des connaissances sur comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne
une personne de manière générale, ça permet justement de combler comment je dirais, cette tendance que l'on peut avoir à s'en tenir qu'aux magico-religieux. Bien, écoutez, merci d'être venu dire ça. J'espère que les gens qui regardent prendront contact avec vous, au moins. D'accord. Et qu'on va pouvoir effectivement, entre guillemets, je dis soigner, je ne dis pas guérir, au moins soigner. D'accord. Mais les gens qui souffrent de ces maux. Alors, on revient un petit peu à l'actualité. Il y a une petite vidéo qu'on doit diffuser quand même, que je vous avais dit. Avant de venir à l'actualité, on va regarder cette petite vidéo qui est quand même assez intéressante à voir. C'est parti. Bonjour, alors moi c'est Maïté Tourvala-Dessin, thérapeute en relation d'aide. Et en tant que thérapeute, ce que la formation PSSM m'a apporté, c'est vraiment de nouvelles grilles de lecture en fait, avec mes clients. Du coup, j'arrive à voir des choses qu'avant je n'aurais pas pu comprendre, que je n'aurais pas identifiées. Là, j'ai vraiment des clés ou les infos qui me permettent de poser en fait des warnings, qui me donnent des petits warnings, des signaux d'alarme vraiment, pour pouvoir déjà donner de l'info à la personne elle-même sur ce qui lui arrive ou ce qu'elle ne comprend pas et ce qu'elle vit. Et vraiment aussi, moi, poser un cadre plus sécure, encore plus sécure que ce que je faisais avant pour mes clients. Ensuite, d'un point de vue personnel, alors j'ai également ces grilles de lecture, donc c'est vrai que je peux mieux identifier les situations ou les personnes à risque dans le cadre de certains troubles mentaux, Vraiment, ça m'apporte ce regard-là. Ouais, je dirais ça. Vraiment de nouvelles grilles de lecture et de nouvelles analyses, une nouvelle façon de me comporter aussi, du coup, vis-à-vis des personnes lorsque je sais maintenant qu'elles présentent des troubles de santé mentale. Voilà, Noélie, un dernier mot, puisque vous avez une formation. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que cette formation que je propose à visée éducative, inclusive et préventive est une formation qui permet d'avoir des informations principales sur les principaux troubles de santé mentale, donc troubles psychotiques, troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles liés à la consommation de substances. C'est une formation que je réalise régulièrement et la prochaine session, c'est le 6 et 13 mai, donc c'est ce samedi. Donc n'hésitez pas à prendre contact, privilégier les mails et les messages WhatsApp. Donc il est encore temps de s'inscrire. La formation est au tarif de 300 €. J'espère proposer un tarif moins élevé. Donc c'est un appel aux collectivités pour mettre à disposition une salle, par exemple, gratuite. Et ce que je peux vous dire d'autre. Donc voilà. Il y a un numéro de téléphone pour s'inscrire quand même. Il y a un numéro de téléphone, donc c'est le 06 90 948 333. Oui. 948 333. Je suis présente sur tous les réseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner au réseau. Et puis il y a des facilités de paiement pour participer à cette formation. Donc voilà. Voilà, Noélie Alvaran de PSSM et Noué. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Et puis j'espère que, je le disais tout à l'heure, que des gens viendront à cette formation. On va changer de sujet totalement, puisqu'on reçoit la directrice du MAC. Bonjour. Bonjour Danick. Madame Laurie Laresson. Et elle n'est pas venue seule aujourd'hui. Bonjour. C'est quelqu'un que je connais, mais je ne sais pas son nom. Est-ce que c'est bien lui? Tellement longtemps pas voir venir ici. Hein. Tu es impressionné de me voir, c'est ça? Totalement. Non, c'est un honneur pour moi. Ça va? Oui, ça va très bien. La musique, ça va? Ça va très bien. Oui, je suis quand même. Hein. Oui, je sais, je vois ça. Alors, Laurie, là, pourquoi il est là? Alors, écoute, le MAC t'a ramené, Loïc, et vraiment, on est très content parce que ce mois-ci, on commence le mois des mémoires. On a commencé le 21 avril. Hein, et Loïc va nous accompagner pendant tout ce mois de mai. Donc, dans la ligne Cacléré, qui va avoir une couleur particulière. Donc, la ligne Cacléré, c'est cette nocturne du MACT, le vendredi soir. Le MACT est ouvert jusqu'à 21 h. Et des artistes s'emparent de l'exposition permanente et la font vivre autrement.
donc des comédiens, donc des chanteurs, des danseurs, des musiciens, tous les arts vivants en fait résonnent dans l'exposition et dialoguent avec l'exposition, se confrontent. Là, cette création vivante, elle se confronte à l'exposition. Et donc c'est un petit peu ce que vont nous proposer Nayo Concept, qui intervient déjà depuis 1 an maintenant, et puis Loïc Amboulet, qui va avoir donné une couleur spécifique au mois de mai. Voilà. Alors, le mois de mai, traditionnellement, au MAC, c'est un mois vraiment, j'ai envie de dire, très particulier. Alors oui, c'est un des mois les plus importants de l'année, effectivement. Oui. Donc je vais revenir souvent te voir, probablement le mercredi, chaque mercredi, pas pour annoncer ce qu'on a proposé à notre public. Oui. Et en fait, on essaie un petit peu de dévoiler le programme semaine après semaine pour vous ménager des surprises, comme on aime bien le faire au MAC. Mais c'est le mois de la commémoration de l'abolition. Donc le 27 mai, même si cette année, beaucoup seront à Marie-Galante, mais oui, bon. Sauf la directrice du MAC ne sera pas à Marie-Galante. Malheureusement, voilà. On peut vite, hein. Mais bon, 400 000 Guadeloupéens n'iront pas à Marie-Galante, donc voilà. Donc il n'y a plus de place à Marie-Galante. Il n'y a plus de place déjà. Plus de maison, plus de voiture, plus rien, tout est complet. Donc venez au MAC. Venez au MAC le 27, mais venez au MAC aussi tous les vendredis soirs du mois de mai. La ligne éclairée. La ligne éclairée au MAC. Et puis ce week-end là du 27, on va du vendredi jusqu'au dimanche proposer des réflexions pour permettre à nos artistes de s'exprimer pour commémorer ce moment d'abolition de l'esclavage. Alors Loïc, j'ai vu quand même que tu fais évoluer le Goka drôlement. Hein. Entre le moment, je me souviens, tu étais venu ici une fois, bon temps, tout ça, bon, oui. Mais ça a beaucoup changé. Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le Goka reste le Goka. Oui, oui. Et ce que je développe, c'est un petit à Goka, mais c'est pas le Goka que je fais évoluer. Ah, je ne peux pas dire ça. C'est vous qui a évolué, mais pas Goka. Moi qui a évolué en sens à moi, qui a évolué en musique en moi, en réflexion en moi, justement, comme elle a dit. J'ai une réflexion autour de mon identité, autour de ma musique et autour de ce qui me plaît. Oui. Donc, mais le Goka, je ne fais pas évoluer le Goka. Je ne peux pas me permettre de dire ça, au contraire. Au contraire, le Goka, c'est ma racine, c'est fondation en musique en moi, en fait. Et alentour à ça... On sait qu'on ne peut pas sortir d'ailleurs. Non, on ne peut pas sortir à tous les jours, au contraire. Et sans qu'à proposer, justement, c'est une réflexion autour de la musique de la Guadeloupe, qui est le Goka, la musique fondale, on va dire, et les autres musiques aussi qu'on retrouve, les autres couleurs qu'on retrouve chez nous. Mais non, le Goka, je ne peux pas toucher à ça, c'est le socle, en fait. D'accord. Voilà. Alors, comment ça va se passer vendredi? Elle a bien expliqué, en fait. C'est un vrai concept, hein, la ligne éclairée. C'est un dialogue, comme elle a dit. D'ailleurs, c'est le titre de mon dernier album, c'est Dialogue. Aussi, oui, et c'est vraiment quelque chose de particulier, puisque le public est vraiment très, très proche de toi. Et c'est un vrai échange. Donc là, c'est pas un concert, c'est pas un showcase. C'est vraiment une interaction qu'on a avec le public. Le public a participé, a chanté. Des fois, c'est eux-mêmes qui ont dit, ben nous là, est-ce qu'on peut chanter tel ou tel morceau? Donc c'est vraiment, c'est ce que j'apprécie dans ce concept-là. Et le public, du coup, c'est le mois aussi de la lutte, il y a un lâcher-prise qui est fait alentour à cet espace-là qui est mis à disposition. Oui. Donc c'est un très beau concept, en fait. Moi, j'apprécie ça. Oui. On est en toute intimité avec le public et quel que soit le public présent, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Vous savez, Loïc, là, quand vous s'ouvrez aux musiciens ici, quel que soit le musicien là, vous pouvez faire un petit acapella pour moi. Un petit acapella? Oui. Même si vous n'avez pas mis tambour, débrouillé, ouais. Mais bon, non, petit frisé, un tout petit frisé. Est-ce que vous chantez avec moi? Loïc qui chante avec moi. À quel point bitin simple, en quelque bon, non, petit bitin simple. Woy, woy, woy. Ça simple, ça? Oui. Est-ce que vous faites ça? Oui, oui. Ah, nous, ouais. Woy, 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 woy. Faut nous la main, attendez. Woy, woy, woy. Faut nous la main, attendez. Woy, woy, woy. Commandez, au-dessus les répondeurs, car ça y est. Woy, woy, woy. Faut nous la main, attendez. Woy, 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 Loïc.
Qui ou sans Guadeloupéen, attendez. Oui, 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 Loïla. Qui ou sans Martiniquais, attendez. Oui, 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 Loïc. Qui ou sans Dominicain, attendez. Oui, oui, oui. Qui ou c'est un Haïtien, attendez. Oui, oui, oui. Ah, faut nous ban nous la main. Bon, oui, on fait, hein. On juste faut chanter. Ça belle. Non, mais c'est bon. Mais c'est que vendredi soir. Et en fait, c'est ça le principe, c'est le public interagit comme ça avec nous. Ouais. Tu vois, et nous, quand on fait cœur, parce qu'en fait, on est à deux, on est une guitare, une voix, et parfois il y a des surprises. Vendredi dernier, on a eu un grand maître qui est venu à notre rencontre, c'était M. Claude Cavué. Voilà. Ah oui. Nous décatons nous sonner au loin, et il décatons nous sonner au loin, donc à un moment donné, nous joignent, tu vois. Et c'est ça aussi qui est beau dans ce concept-là. Ouais. Il y a des rencontres inattendues parfois. Alors, Lorena ne veut pas dire plus pour les autres, la ligne clairée, c'est juste, t'as vendredi seulement. Ah non, Loïc, là, pour toute la ligne éclairée du mois de mai. Tout le mois de mai, là, il est là. Voilà, tout vendredi du mois de mai, Loïc Amboulé, et puis Nayo Concept, Joël Gernidier, avec sa troupe, Esther, alors Claude, quelquefois, Philippe Kaloda, Yoka, c'est plutôt littérature, Yoka lit texte à théâtre, lit texte à auteur en nous, à 6 sujets qui a concerné nous, sujet à l'esclavage, sujet à mémoire en nous. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'espace, on a l'impression qu'il est créé pour ça. Il y a chaque chanteur, chaque musicien qui est passé nous a dit qu'il y avait une acoustique incroyable. Et c'est aussi la spécificité dans cette salle-là. Et c'est vrai que quand... la troupe de théâtre, elle se met dans la petite case au fond de l'exposition. Et Loïc, son binôme, ils se mettent dans la salle là, qui est en fait la dernière salle. Et quand on traverse l'exposition, on entend en fait la voix de Loïc résonner jusqu'à la case, et en même temps l'un ne gêne pas l'autre. Et on a vraiment l'impression que l'espace a été conçu pour ça. Et c'est vraiment moi, chaque vendredi soir, je ressens ça comme un hommage à nos ancêtres et les artistes vraiment. Yoka Mophrasé le MACT. Et c'est vraiment dans cet esprit-là, en fait, qu'on veut faire cohabiter notre patrimoine matériel, tous ces objets-là qui sont dans l'exposition, et puis ce patrimoine immatériel dans lequel vit notre mémoire. C'est le MACT à tout le monde. C'est MACT à tout le monde. Oui, voilà. Rendez-vous vendredi soir. Vendredi. On t'attend tous les autres vendredis aussi. Avec nous. Ouais. Merci d'être venu. Venez-moi plus souvent. Quand même. Avec plaisir. Ouais. Parce que d'ici là, on peut y sortir là, nous pas nous t'en présenter ici. C'est vrai. Alors, mais moi à disposition. Pas niveau. Pour moi, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Voilà. Merci aussi Lorena. Merci Danick. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec Madame Sabrina Mouliom-Garçon. C'est une coach de vie certifiée. Elle est venue ici avec sa collègue Siana Diochou pour une série de conférences. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière partie du ZCL, il est 13h46. Je vous l'ai dit, on reçoit Sabrina Garçon-Mouliom. Bonjour. Bonjour. Elle est revenue chez nous. Et Martine qui est là, mais il peut pas parler, donc on peut dire bonjour. Alors, Sabrina, vous êtes coach certifié, vous faites de la PNL, mais il y a des gens qui se disent, mais une coach, c'est quoi? En 2 mots, 4 paroles. Une coach, c'est quoi? Je vais me présenter. Oui. C'est vrai que je reviens. Je vais me présenter. Je m'appelle Sabrina Garçon-Mouliom. Je suis coach c'est écrit en bas, on le voit. Technicienne PNL et aussi auteur de 3 bouquins, 3 livres. Déjà, oui. Voilà, déjà. Je suis sûr qu'il y a un autre dans les tuyaux. Voilà, oui, il y en a un autre qui arrive très bientôt. Donc, une coach, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui vous accompagne à atteindre un objectif. Je fais vraiment terre à terre. Une personne qui vous accompagne quand vous avez envie d'atteindre un objectif. C'est ça, mais toujours de l'accompagnement. Alors, Sabrina, vous êtes ici aussi parce que vous avez créé une académie de transformation au féminin. Malheureusement, pas pour les hommes. Bon, bref, j'ai rien dit. Bon, alors, qu'est-ce que c'est cette académie au féminin de transformation? Qu'est-ce que vous voulez transformer chez nos femmes? Alors, qu'est-ce qu'on veut transformer chez la femme en particulier? L'Académie de transformation au féminin, ça va être un programme de transformation. C'est vrai que la femme vit souvent une vie qui n'est pas la sienne. Des fois, elle vit celle dans sa vie familiale ou dans sa vie professionnelle, mais n'est pas vraiment elle. Et donc, grâce à cette académie, la femme va vraiment avoir cette possibilité de libérer son potentiel. Et au cours de cette académie, il y aura des consultants, des experts dans leur domaine qui vont vraiment aider cette femme à passer à un autre niveau.
D'accord. Alors, ça va s'organiser sous forme de conférences, d'ateliers. Voilà, conférences, ateliers, masterclass. Et par la suite aussi, il y aura un suivi plus poussé avec les personnes qui désirent et qui souhaitent après être coachées et accompagnées. Alors, j'ai eu le plaisir de lire votre ouvrage sur la visualisation. Je savais pas ce que c'est. Oui, mais je ne savais même pas que ça existait. Alors, la visualisation, c'est se projeter, c'est bien ça, si j'ai bien compris, sur ce qu'on veut, ce qu'on souhaite faire et comment le faire. Voilà. Oui. La visualisation, c'est vraiment une clé puissante. C'est vraiment une clé puissante que chacun devrait en fait utiliser. Mais il y en a qui l'utilisent parce que ils l'utilisent vraiment, mais ils n'en ont pas conscience. Ils l'utilisent pour des scénarios catastrophiques. Par exemple, je ne vais pas réussir cet examen, je ne vais pas oser parler en public, ou je ne vais pas réussir cet entretien d'embauche. Mais la visualisation, grâce à ça, vous allez pouvoir formater votre cerveau, travailler sur votre subconscient pour pouvoir vraiment visualiser la scène et partir vraiment dans la réussite de vos objectifs. C'est vraiment se projeter sur quelque chose. Se projeter, mais avec une pensée positive. Hein. Oui, il faut être positif, là. Oui, voilà. Oui. Voilà. Alors, il y a tout un travail de fond à faire. Oui. Alors, ça veut dire que la visualisation permet d'éliminer les aspects négatifs. Non, la visualisation positive. C'est ce que j'expliquais. Il y a une visualisation négative? Oui. La personne qui peut se projeter, là, je vais prendre la parole en public, je ne vais pas réussir, ils ne vont pas m'entendre. Voilà. En péqué réussir l'examen en moins, ou bien, en péqué réussir embauche, là, je ne vais pas réussir là non plus. Ouais. Donc, vraiment, ça va être... tandis que s'il se projette à quelque chose de positif, c'est plus fort. Alors, quand on est coach, alors quelqu'un vient vous voir. Il dit, bon, voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à m'en sortir, que ce soit avec mon mari ou bien avec mon travail. Comment le coach intervient globalement? Avant de faire tout ça, déjà, moi, comment j'évolue avec cette personne, c'est déjà, on fait un état des lieux. Et je lui pose cette question... Pourquoi elle vient me voir? Maintenant, j'arrive pas à m'en sortir. Et aussi après, au cours de cet état de lieu, quelle est sa situation souhaitée? Donc, on travaille aussi, parce qu'en étant technicienne PNL, on travaille aussi à la reprogrammation du cerveau. Quelle est la situation souhaitée? Qu'est-ce qu'elle souhaite obtenir? Donc, quand elle vient me voir comme ça, on fait vraiment un état des lieux. Et après, on commence à regarder qu'est-ce qu'elle a envie d'atteindre. Alors, j'entends souvent dire que les coachs accompagnent, parce que ce ne sont pas des médecins, ils ne sont ni médecins ni psychologues, ils accompagnent. Alors, c'est quoi cet accompagnement dont on parle? Un coach, il est là vraiment pour accompagner la personne. C'est-à-dire que lui tenir la main, l'aider à franchir différentes étapes. Un coach, normalement, n'est pas là pour dire de faire ça, de faire ci. Parce que toutes les solutions sont déjà à l'intérieur du coaché. On va juste vraiment chercher et aller trouver le déclic. Mais en général, moi, quand je travaille avec mes coachés, le coaché a déjà la solution en lui. Mais je l'aide à aller chercher ça. Voilà. Alors, Sabrina, vous êtes venue ici aujourd'hui toute seule, mais vous n'êtes pas toute seule? Non, je ne suis pas toute seule. Rivet avant notre monde? Oui, Rivet avait une amie, Siana Dioncho, qui est aussi coach de bien-être certifié. Que je vais recevoir demain d'ailleurs. Voilà, super. Alors, super. À deux, comment ça va se passer à cette académie là, que vous mettez en place? Alors, à deux, pour moi, c'est important de transmettre et de le faire avec une personne et de le faire avec plusieurs personnes. Pourquoi? Cette académie, on a, comme je le disais, c'est un programme de transformation. Moi, je suis vraiment sur le coaching de vie, je suis vraiment sur la programmation neurolinguistique. Siana, elle est sur cette partie de bien-être. Donc, au sein de cette académie, on va travailler sur différentes sphères. Il y aura d'autres personnes, il y aura des coachés, comme j'ai dit, des coachs certifiés, des experts dans leur domaine qui vont vraiment aider la femme à vraiment libérer son potentiel. Donc, on sera pas... Ça veut dire que le 6, le 11, le 13, les femmes qui viendront là, elles ne seront plus les mêmes? Oui, je le garantis. Oui. Les femmes qui vont venir vraiment aux conférences, vraiment vont ressentir avec les clés, les outils nécessaires. Et l'essentiel, ce serait de vraiment créer ce déclic. Elles auront des réponses à leurs questions. Première conférence, c'est? La première conférence, c'est le 6 mai à Vieux-Habitants. Oui. Super. Pourquoi Vieux-Habitants, en fait? Parce que je suis originaire de Vieux-Habitants. Et puis, en général, tout le temps, là, toujours qu'à bailler ses gants. Oui. Oui. Parce qu'on voit madame la salle, elle est capable d'aller sur Ouest, elle est capable de faire moule. Moule. On a appuyé ma routine moule. Non, en général. Elle l'ouvre quand même. Mais il y a toujours un petit peu de moule quand même. Ah ben moi, je vais parler de Vieux-Habitants. Toujours un petit morceau de moule quand même.
Danick, oui. Un peu qui répondre. Vous pouvez répondre, oui. Bon, d'accord. Le pire mépris, c'est de ne pas répondre. Bien, alors, donc, le 6 à Vieux-Habitants. Le 6 à Vieux-Habitants, le 10 au Grosier, voilà, le 11 aux Abîmes, oui. Et le 13 à Petit-Bourg. À Petit-Bourg. Voilà. Et il y aura les masterclass ce soir quand? Voilà, la masterclass, elle est le 13, parce que le 13, ce sera vraiment un gros événement. Donc, il y aura les conférences le matin. L'après-midi, en fait, il y aura différents ateliers, dont moi-même, je vais tenir un atelier sur la visualisation. Et puis, Siana va faire aussi sur un atelier sur le bien-être. Ouais. Et la présentation des ouvrages, peut-être? Présentation, là, c'est mon dernier ouvrage, oui. La visualisation. Oui. Voilà, qui vous allez pouvoir retrouver sur les lieux de conférence. Donc, après mot, comme on dit. On va voir la vidéo tout à l'heure. Je me tourne vers Martine, puisqu'on va conclure avec Martine. Bien bonjour, Martine. Maintenant que tu es bien installée, ça va? Ça va? Je suis installée, j'ai rangé mes petites affaires. L'ordinateur fonctionne? Mon ordinateur fonctionne, ma tête aussi, Pas Dieu oublier merci. les lunettes non plus, non? Tout putain. Comment? Ouais, pas oublier les lunettes au là, ça, non? Non, mais c'est chercher ou pas chercher, moi, là. Mais tellement, c'est chercher. Ou que tout veut. Alors, c'est parti. C'est aux certitudes. On n'a pas besoin de visualiser pour 8 heures. Si, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà visualisé, là. Oui, c'est ça. Martine, vous avez 15 minutes pour tout dire. 15 minutes? Oh, Seigneur, merci. Le Dieu des plateaux existe. Donc 15 minutes, c'est trop. Trop, alors 14 minutes. Alors, on va dire 15 minutes et demie. Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Danick, bonjour, bonjour à toute l'équipe et bonjour, chère mademoiselle Garçon. Sabrina, merci. Sabrina, non, mais voilà, c'est bien de dire mademoiselle Garçon. Tu as vu, je suis siglée ce matin. Je suis siglée Witch. Witch. J'en parle dans 2 minutes. Mais en tout cas, c'était un message aussi pour toi, Wish. I wish you the best. You wish me. You wish me. Oui. Yes, yes. Do you speak English, Danick? Oh, yeah. It's very good. OK, je reviens à la langue créole et à ma langue à peu près maternelle qui est le français, parce que je l'ai beaucoup pratiqué avant de parler le créole. Et tu sais que... On apprend le français avant de parler le créole? Non, j'ai appris, je suis désolée, ce que je me souviens du créole quand j'avais quelques années à peine... je ne suis pas certaine que c'était... Vous savez, Martine, il n'y a pas de langue créole encore? Pas de langue guadeloupéenne? Langue guadeloupéenne, très bien, ça me va aussi. Bien, en tout cas, sur les quelques minutes que j'avais, j'en ai perdu déjà un peu à palabrer avec toi, alors que j'ai des choses intéressantes à dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et merci d'être là, et merci à mon fan club qui grossit, figure-toi. Un petit coucou à Emeline et à Fabienne, parce que ces charmantes dames, eh bien, apprécient ce que je dis. Très bien. Pour les autres, on fait avec. Je suis allée, pour une fois, je modifie un peu ma manière de faire. J'ai vu pour vous. J'ai vu cette semaine 2 lieux de manifestation. Le premier, je veux parler de la projection de ce film. Pardon, que j'ai vu en exclusivité 2 premiers épisodes. C'était hier soir, mardi, à Cinestar, West Indies Studio Story pour Wish. Wish est une idée originale de Julien Dalle que maintenant tout le monde connaît. En tout cas, on connaît ses premiers films. Hein, Coco Lafleur, on connaît aussi... Pas Coco Lafleur. Comment? C'est pas Coco Lafleur. C'est pas Coco Lafleur, c'est Lara. Hein? C'est Lara. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai fait un petit raccourci. Mais je vais réparer ça dans quelques instants. D'accord. Julien Dalle, donc je disais jeune Guadeloupéen, jeune producteur guadeloupéen qui a créé une société qui s'appelle A&Eyes Production, qu'il a fondée de longue date et qui permet de soutenir la production de ce film, en tout cas de cette série très originale. Hier soir, donc dans la salle, le public attendu était présent, très attentif à ces 2 épisodes qui nous étaient offerts de cette... L'entrée est de 15 €. Je conseille vraiment de payer nos 15 €. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, Julien Dalle nous a accueillis devant un photocall. Donc, on pouvait poser avec lui, etc. Projection, échange, avant-première avec un petit film signé Monsieur Stan. Un film un court-métrage très intéressant sur la violence des jeunes aujourd'hui en Guadeloupe. Vraiment prodigieux dans un court instant. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, de voir ce petit court-métrage. Cette série
eh bien, c'est avec des acteurs, des chanteurs, dans leur propre rôle pour moi, à l'écran. Par exemple, Dominique Bernard, Monsieur Zadig, Admiralty, Firmin Richard, Métis, Pascal Muesta et d'autres encore, Mehdi Gusto, Jordan Rizzi. En tout cas, pour moi, celui qui retient mon attention dans ce que j'ai vu hier, eh bien, figure-toi, c'est celui qui chante... il est en train de me troubler à faire ses... Bref, très bien. Je vais retrouver son nom aussi. C'est Francky Vincent. Francky Vincent qui est dans son rôle. Et yes, j'ai été assez sublimée. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle, mais il sublime ce rôle. Donc tous, ils ont quelque chose, mais je trouve que vraiment Francky Vincent, avec son large sourire et son flegme et sa morgue, et en même temps un genre de supériorité sur tout le monde, eh ben, il le reproduit très très bien à l'écran. En tout cas, ça a du piquant. Et je voudrais dire, pour conclure cette diffusion que j'ai vue hier, c'est vrai qu'il y a encore quelques petits ajustements sans doute à faire sur cette série, mais je suis très très contente de ce que j'ai vu, parce que, 1, c'est un producteur guadeloupéen. 2, ce sont des acteurs locaux. 3, des techniciens locaux. 4, produit avec le fils de Danick, Dimitri Zandronis, qui a participé à la coproduction et d'autres encore. Et je trouve que c'est un bijou qu'il faut aider, accompagner en payant sa place de cinéma là, mais en allant sur les plateformes lorsque ça sera le cas pour les 8 épisodes suivants. Il faut le faire parce que c'est une production à guadeloupéenne. L'argent qui va rentrer dans cette production revient à la Guadeloupe. Ça part pas ailleurs comme ces films. Il en faut certainement des films qui viennent et qui sont tournés en Guadeloupe, qu'on accompagne. Ça donne une certaine légitimité à notre île en tant que belles eaux, etc., des paysages magnifiques pour retourner des films. Mais souvent, ils viennent avec toute leur équipe. Les techniciens guadeloupéens font les petites mains. Donc là, vraiment, il faut plébisciter ce travail, il faut plébisciter cette activité et faire en sorte que de plus en plus nous devenions maîtres aussi de la production cinématographique que nous avons. Ça, c'est un vrai travail. Voilà, c'est un vrai travail de fond qui a été fait. Et je le dis bien, il y a encore peut-être quelques ajustements, mais le travail est magnifique, le travail est bien amorcé, les comédiens sont là. Et donc, il faut que nous, Guadeloupéens, nous accompagnions ce travail-là pour que vraiment ce soit une réussite et qu'on puisse se dire la Guadeloupe, maintenant, a la capacité, elle sait le faire, mais il faut lui donner les moyens financiers. Et ces moyens financiers, je demande à nos grands partenaires, ils se reconnaîtront, lorsqu'il y a un film qui doit être produit, donnez plutôt l'argent à un film local. C'est mieux. Voilà. C'est dit. Allez hop, je passe à un deuxième sujet, là où je suis allée. Ben, cette fois-ci, je suis allée voir vraiment la guest star du moment. Tu sais bien de qui il s'agit. C'est Winnie Kaona. J'ai vu son concert. Mon Dieu, mon Dieu. Winnie Kaona dans toute sa gloire, dans tout son... Regarde là, elle est magnifique. J'ai passé 2h30. 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 Ah non, mais c'était... En durée, tu vois pas le temps passer, parce que Winnie, elle est très scénique. Elle est très présente. Et elle nous a concocté un petit truc cousu de fil d'or où elle fait la rétrospective un petit peu de sa carrière, quand même 29 ans consacrée à la Biguine. Elle passe le flambeau aujourd'hui, mais elle le passe de manière très, très, très intéressante puisqu'elle invite un certain nombre de personnes sur ce plateau. D'ailleurs, il y avait le représentant de la DAC, M. Carlos Cruz, qui venait remettre les trophées de la Biguine. Je ne le dirai sans doute pas comme il faut. Elle va me reprendre, j'en suis sûre, si elle écoute. Mais en tout cas, ces jeunes qui ont participé, que ce soit théâtre, musique et danse, eh bien voilà, le suivi est fait. Elle passe un flambeau et dans ce flambeau, 5e édition de ce trophée, eh bien c'est dignement représenté par un jeune garçon qui a reçu d'ailleurs ce trophée. Mais son guest star, donc M. Zadig, excellent sur scène, une complicité. Alors c'était émotion, humour, danse, chant, défilé de ces tenues mythiques. C'était un petit bijou qu'elle nous a concocté. Et savez-vous quoi? Elle a concocté tout ça dans son salon. Parce que nous n'étions pas dans une salle de théâtre, nous étions dans le salon de Winnie, s'il vous plaît. Carrément. Carrément. Donc forcément, on dit plus de choses quand on est dans son salon, puisque les gens qui sont avec vous, c'est l'intimité qui parle. Donc c'était magnifique. Je lui dis vraiment bravo. Je suis Winnie depuis les années Gaillac, où elle faisait avec moi une émission sur la Biguine. Mais depuis quel chemin parcouru? Et vraiment, je voulais la féliciter à l'antenne pour ce travail, pour cette transmission et la protection de la Biguine. Et elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Il y avait un chanteur avec elle. Mais je t'ai dit qu'il y avait M. Zadig. Oui.
Il a chanté. Et M. Sadik, c'est pas de la biguine? Non, c'est pas de la biguine. Il a chanté un petit bout de Mamie Alzheimer, mais il y a un projet derrière, un festival qui va allier le dancehall et la musique. J'attends de voir ça, où le flambeau a été passé à M. Zadig pour suivre ce projet. Winnie lui a remis une clé symbolique, une passation de pouvoir. J'ai trouvé ça magnifique parce que tout était vraiment bien orchestré. Pas fini, puisque samedi, ça... Samedi prochain, donc le 6 mai, elle est donc à Basse-Terre et cette fois-ci son guest star c'est Willy Salcedo. Ah, Basse-Terre. Alors voilà. C'est pas Willy Salcedo, c'est Willy Salcedo. Salcedo, c'est ma langue qui... Salcedo, Salcedo, Salcedo. Voilà. Rendez-vous donc le 6 mai pour suivre Winnie, donnez-lui toute sa chance. Elle tire sa révérence, mais sa révérence sur cet aspect-là, je sais que nous allons la retrouver ailleurs. Un petit agenda très très vite. Je voudrais vous dire que je serai à Lille pendant quelques jours. Danick, je te l'annonce en direct aussi. Oui. Désolée, je participe à un grand congrès. C'est le congrès des... centres sociaux et espaces de vie sociale. Voilà. C'est un congrès démocratique pour une société plus juste sur le thème de la justice sociale. 60 participants de Guadeloupe Espaces de vie sociaux vont partir à ce congrès, dont le mien. Et donc, nous allons rencontrer 4000 congressistes sur la France, qui tous sont des gens qui sont intégrés, qui sont, je veux dire, qui ont endossé la veste du social, plus près de chez nous, pour accompagner ceux qui en ont besoin, familles, enfants, etc. C'est ce que fait mon association, hein, Éclat de quartier au Moule. Ah, ça y est, j'ai prononcé le mot fatidique. Une fois. Et donc j'enverrai le communiqué de presse à tous nos amis de la presse, mais c'est un événement vraiment marquant sur le travail, comment rendre plus social, comment rendre plus juste la démocratie. Et donc je serai sur ce congrès pendant une vingtaine de jours. Voilà, donc je serai absente, mais je reviens avec plein d'informations pour vous. Ça veut dire que samedi dernier, tu n'as pas vu Miss Moule? Non. Non? Bon, d'accord. Non, je pense qu'ils ne veulent pas de moi. 19e édition des Nuits européennes de la musique. C'est à cause de toi que je dis ça, de la Nuit européenne des musées. Et c'est le 13 mai prochain. Je vous en parle dès maintenant parce que je ne pourrai pas faire l'émission mercredi prochain. Mais samedi 13 mai, de la nuit tombée à 1h du matin, les musées ouvrent leurs portes nocturnement pour vous permettre d'aller visiter, découvrir le musée autrement. Avec donc des pénombres, avec des chuchotements, avec tout ce que vous voulez. Allez au musée, allez profiter de cette nuit pour découvrir le musée. C'est quand même une manifestation qui bénéficie d'un patronage qui est celui de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe et de nombreux autres partenariats. Donc en Guadeloupe aussi, bien sûr, ça va être célébré. Comme partout en Europe, 3400 musées seront ouverts pour vous accueillir, dont 1300 en France. Combien en Guadeloupe? Je ne le sais pas encore, mais il y a quelques musées, dont celui du Moule. Deux fois. Vous êtes Edgar Claire. Il y a même le Santoira dans le troisième. Là. Allez, un petit coup de littérature. Combien de temps j'ai encore? 5 secondes. 5 secondes. Un coup de littérature, c'est pour parler, et je reviens dessus. Samedi 6 mai à 15h. Oh zut, je suis désolée, la librairie Point Lire au Moule. Comment se fait-il que ce soit là et pas ailleurs? Oh là là, je suis autour de Banza. C'est un livre de Pierre-Aimé Guédu. Oui. Poésie, quand tu me tiens. Oh mon Dieu. Et enfin, le cirque, c'est dans tous ces états. C'est celui que je vous fais actuellement, mais c'est celui également qui est fait du 5 au 13 mai avec Femme du Bout. C'est l'édition se conjugue au féminin avec une programmation spécialement féminine pour mettre à l'honneur les femmes créatrices d'aujourd'hui. Des circassiennes entrent dans la danse, des danseuses qui hissent un mât, dit-on dans le communiqué de presse. 5 au 13 mai avec Métis Gua invite le public guadeloupéen à vivre au rythme du cirque contemporain. Alors, soyez dans la voiture, embarqué, Palais de la Culture Félix Proto et plein d'autres lieux. Métis Gua, vous allez trouver ça sur Contact. Métis Gua, c'est l'adresse email pour avoir toutes les informations et le programme, c'est très diversifié sur pas mal de communes de Guadeloupe. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Et puis, voilà, il y a Je plein de choses rappelle qu'en début du ZTL, on a reçu Madame Imani Dalila Daniel pour ses 2 ouvrages, Zaïo et Théophile. Elle présente ça ce soir lors d'une conférence à la ROAC, et il faut y être, c'est intéressant. On a reçu aussi Naouli Alvarad pour une formation de psy pour aider les gens qui sont burn-out. Et on a terminé avec Martine, mais avant on a reçu Sabrina Moulium Garçon. Et justement, on va revoir la vidéo. C'est parti. Qu'est-ce qui est parti? On a le temps? Oui.
Non. Oui, oui. Eh bien, sur l'actualité, eh on est allé faire un petit tour, bien sûr, à la réouverture du marché des maraîchers. C'était ce samedi à Bergevin. Ils ont refait le marché pratiquement. Le vernissage pour les 25 ans de l'association Contacaz, c'était presque au moule, mais ce n'était pas au moule, c'était à Sainte-Anne, avec le peintre Nabajot et Monsieur Féwis. Ils seront d'ailleurs ici la semaine prochaine. Et puis, on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui Pierre-Edouard Décimus, mais nous le voyons demain, pas de problème, on le reverra demain. Et là, on termine avec la vidéo pour vous inviter tous à ce qui va se passer à partir du 6. C'est parti. Sûre d'elle est un leader en puissance. Nous allons, au cours de ces événements, donner les clés, les outils nécessaires qu'il faut à la femme vraiment pour libérer son potentiel, pour vraiment avoir cette transformation dans sa vie. À cette occasion, je vous présenterai également mon livre, Les 7 clés pour activer le feu sacré, qui vont vous aider aussi à trouver en vous toute cette source de motivation d'activer votre potentiel. Je vous attends, à très vite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, mesdames. Au revoir, Martine. Merci beaucoup. Dernier mot, écoute, le 6 mai prochain, il y a quand même... On se revoit bientôt. Oui, on se revoit bientôt. Et demain, on reçoit Siana. Le salon des auteurs, le 6 mai. Le 6 mai, salon des auteurs. Salon des auteurs. On prend qu'on invité à moi quand même. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30 dans une autre série de ZCL News en direct de Canal D. C'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Yann avec son assistante Njoana. C'est parti.